Et nous revenons avec nos invités Oris Donkovi, activiste panafricain, Germain Pouli, journaliste, directeur de publication de Togo Réveil, et Firmin Tekouagbo, chroniqueur politique, directeur du Centre de géopolitique internationale qui porte son nom. Nous allons maintenant parler de la Libye 10 ans après la mort de Muammar Kadhafi, emporté par une révolte qui a plongé la Libye dans un chaos. Le pays peine à achever sa transition vers la démocratie. Des désaccords entre camps rivaux menaçant de s'aborder l'élection présidentielle et législative de décembre à venir. Alors, Firmin Tekouagbo, 10 ans après le trépas de Kadhafi, vous, quel bilan vous pouvez faire? Le meilleur bilan, c'est le chaos. Tout simplement. Le chaos. Le pays est complètement détruit. Il y a eu des centaines de morts, des maisons détruites, les biens publics et privés détruits. On n'arrive pas, on a une zone d'incertitude qui plane sur l'avenir de la Libye. On ne sait pas de quoi demain sera fait. Même s'il y a des promesses qui sont en train d'être faites en ce qui concerne l'élection, en ce qui concerne les $10 000, les $6 000, on ne sait pas à quand la stabilité de ce pays-là. Mais deux choses que moi je vais essayer de faire observer. Aujourd'hui, Kadhafi est mort en 2011, c'était le 20 octobre, 10 ans après. On ne sait pas qui a tué Kadhafi. Les circonstances en ce qui concerne sa mort ou son assassinat demeurent toujours floues. Qui l'a tué? Qui, en tant qu'individu? Oui, en tant qu'individu. Qui a tué Kadhafi? On a appris qu'il y avait plus de 114 véhicules, et puis Kadhafi est sorti d'un, et puis il cherchait à rentrer dans des caniveaux, et puis il y a quelqu'un qui a été en train de le prendre, et puis il a dit ne me tuez pas, après on le tirait par-ci, par-là. On ne sait pas qui a donné le dernier coup. Le coup fatal à Kadhafi. Jusqu'à présent, il serait intéressant que les enquêtes qui avaient démarré à l'époque, en 2011, les enquêtes qu'ont engagé les Nations Unies. Vous pensez que dans cette situation, la situation actuelle que la Libye est en train de vivre, on peut trouver celui qui a tiré sur Kadhafi? Mais on peut chercher, ne serait-ce que pour l'histoire. Ne serait-ce que pour l'histoire. Ne serait-ce que pour l'histoire, parce que l'histoire de la Libye est en train d'être écrite. Il faut qu'on nous dise exactement qui a tué Kadhafi. Parce que les Nations Unies avaient commencé à l'époque, avaient engagé une certaine enquête. Maintenant, cela n'avait pas abouti. C'était une guerre aussi, parce que le camp Kadhafi aussi tirait sur les gens. Oui, bien évidemment, mais Kadhafi n'était, quoi qu'on dise, quoi qu'on puisse lui reprocher, Kadhafi n'était pas n'importe qui. C'était un chef d'État, dictateur, si on peut le traiter ainsi, on le qualifie ainsi, mais il a dirigé le pays pendant 42 ans. Vous voulez dire qu'on peut l'attraper? On peut l'attraper. On peut l'attraper, mais ne pas le tuer. Personne ne peut se réjouir de la mort. Même celui qui a été l'auteur de cette guerre-là a dit à l'époque que Nicolas Sarkozy a dit on ne peut pas se réjouir de la mort d'un homme. Mais l'autre chose que je voudrais faire observer, c'est qu'on a tué Kadhafi. Pourquoi? Pour la démocratie. 10 ans presque. On n'a pas la démocratie. Est-ce que les Libyens ont la démocratie? Qu'est-ce que si on leur demandait de choisir aujourd'hui entre la situation actuelle, c'est-à-dire la démocratie, où crépitent les âmes quotidiennement, et la situation Kadhafi, laquelle des deux situations arriverait-il à choisir? On a dit la démocratie. On a la démocratie aujourd'hui. On va faire les élections. Au temps de Kadhafi, ça ne se faisait pas. On va faire les promesses. Au temps de Kadhafi, ça ne se faisait pas. Mais est-ce qu'aujourd'hui, il y a la paix? Est-ce qu'il y a aujourd'hui le développement? Ce que avant de vous redonner la parole, moi je dis simplement que la démocratie, avant, si on vit dans un État fort, dans un pays fort, avec un homme fort, si on veut changer, si on veut basculer pour aller de l'autre côté, cela doit prendre du temps. Cela, on doit réfléchir à ça, parce que dans des circonstances floues, dans des circonstances difficiles, si on n'arrive à rien construire, il est difficile. Je vous donne l'exemple du Burkina Faso, je vous donne l'exemple de la Tunisie, je vous donne l'exemple de la Syrie et la Libye qui complète la liste. Oris Donkovi, comme Firmin le disait tout à l'heure, on voulait la démocratie. La situation qu'on a aujourd'hui en Libye est très loin de la démocratie. Non, alors pour moi, je pense qu'il faut éviter l'amalgame. La Libye a été attaquée sous prétexte de démocratie. C'est ça qu'il faut mettre en exergue. C'est-à-dire, on a eu des Occidentaux qui se sont jetés sur la Libye et qui se sont jetés sur Kadhafi. Et on ne trouvera pas, pour moi, les assassins de Kadhafi, parce qu'on a voulu faire à Kadhafi ce qui s'est passé dans les années 90 en Roumanie avec Ceausescu.
C'est-à-dire, grosso modo, dire oui, voilà, c'est l'armée, c'est une manifestation populaire qui l'assassine. Mais ce qui est arrivé en Et Libye aux je Russes, tiens- c'était la même chose en Non, Tunisie. En attention. Tunisie, Je le tiens début de à la préciser- révolution je tiens à de préciser- Jasmin. Ah non, il faut faire attention. Et, je tiens à préciser que ce qui a été fait en Libye, c'est que dès que on a réussi à éliminer Kadhafi, la principale préoccupation des Occidentaux a été de sécuriser les approvisionnements en gaz et en pétrole, en ressources naturelles. On est parti signer... Bien avant cela, au Russe d'Okovi. Pourquoi je parlais de la Tunisie? On a vu le printemps arabe, c'était en Tunisie et d'autres pays, mais on a vu dans le cas de la Libye, Kadhafi aussi qui tirait sur les opposants, Oui, sur tout à tout fait. ce qui Moi, demandait la liberté. Oui, je ne remets pas en cause cela. C'est-à-dire, le problème de Kadhafi, c'est aussi un autre défi de l'Afrique. Et je pense que ce défi-là, des personnalités comme Paul Kagame vont avoir ce défi-là à la suite. C'est-à-dire, vous pouvez construire votre pays, vous pouvez voilà, lui impulser un genre d'essor, mais tant que vous n'avez pas réglé le problème de la succession, c'est-à-dire le problème de l'héritage que vous laissez qui va être récupéré ensuite, ben, vous n'avez pas réglé le problème. Et le problème de Kadhafi, c'était celui-ci. C'est-à-dire, oui, voilà, je suis Kadhafi, ainsi de suite. Ce pays, lorsque je pars, à qui je le laisse? Et Kadhafi préparait ses enfants. Au lieu que ce soit une ouverture politique qui permette la préparation d'une élite. C'est généralement, je dirais qu'au niveau des États africains, y compris du Maghreb, on pêche beaucoup de ce côté-là. Vous allez remarquer que la Tunisie avait ce problème-là, l'Égypte avait ce problème-là. Et si je peux revenir à l'actualité, par exemple, togolaise, qui est la visite du président turc, Erdogan. La Turquie a réussi cela. C'est-à-dire, celui qui revalorise la Turquie, c'est Atatürk. Mais Atatürk n'a pas légué la Turquie à ses enfants ou à sa progéniture. Il a dirigé le pays d'une main de fer et après a légué cet héritage-là à tout un creuset politique qui va pérenniser son héritage. Vous avez la Chine, vous avez le même exemple. Vous avez la Corée du Sud. Le premier qui prend la Corée du Sud, c'est un homme fort, un homme rigide. Mais ce n'est pas sa descendance qui lui succède. Donc au niveau des États africains, lorsqu'on a des personnes qui sont assez rigides, comme par exemple Paul Kagame actuellement, vous avez Kadhafi à l'époque, vous avez eu, comment dirais-je, je ne dirais pas Ben Ali, le premier président tunisien, j'oublie son nom. Alors le problème en Afrique, c'est que justement, on a des personnalités qui parfois sont fortes, sont dures, sont inflexibles, qui arrivent à impulser des essors. Mais après, elles oublient très souvent que l'héritage, il va falloir le transmettre à une classe politique qui doit pérenniser ce combat-là. Et elle n'arrive pas à le faire. C'était cela le défaut de Kadhafi. Justement, d'où, effectivement, alors il faut bien prendre conscience que les personnes qui se révoltent et qui vont réclamer un peu plus de liberté, elles ne sont pas anodines. Ça veut dire qu'au niveau de la population, bien qu'il y ait un essor économique, bien qu'il y ait un certain niveau social, il y a quand même des mécontentements. Et ces mécontentements-là, il faut y répondre de façon répétitive. Et Kadhafi n'a pas réussi ce défi-là, malheureusement. Maintenant, comme je dis, les Européens qui sont venus et qui à un moment organisent, entretiennent l'instabilité de la Libye actuelle, on a bien vu qu'il n'y avait absolument rien de démocratie dans ce qui était organisé en Libye. Ouais. Sinon, on ne va pas soutenir le général Haftar au détriment d'un gouvernement qui est potentiellement élu. On ne va pas faire du conflit délocalisé. On ne va pas se précipiter alors que le pays est dans une instabilité maintenue, aller signer des accords pétroliers pour sécuriser les approvisionnements. Et surtout, on ne va pas mettre tout un voile sur la responsabilité de certaines figures occidentales qui ont œuvré pour la déstabilisation de la Libye. En l'occurrence, Nicolas Sarkozy, comment dirais-je, l'épouse de M. Clinton, Hillary Clinton. Voilà, Hillary Clinton. Donc, à un moment, il y a comment dirais-je, un certain... Il y a même Barack Obama. Voilà. Donc, la démocratie, on s'en sert beaucoup comme prétexte. Et c'est malheureux, parce que justement, on récupère le combat du peuple et on le travestit.
ce que les Occidentaux ont fait, c'est qu'ils ont récupéré le combat des classes sociales libyennes, des classes sociales égyptiennes, des classes sociales voire même tunisiennes. Et maintenant, on a travesti ce combat de façon à faire de cette région une région instable. Et maintenant, nous qui sommes dans la sous-région ouest-africaine, on hérite contre-coup de ce que les Occidentaux ont souhaité faire. Germain Pouli, le bilan est chaotique jusqu'à nos frontières, si on peut le dire. Oui, totalement chaotique. Ce n'est plus la Libye et ses habitants seuls qui souffrent du départ de Kadhafi. C'est un peu l'Afrique subsaharienne, c'est aussi l'Occident, parce que vous savez, aujourd'hui, les migrants passent beaucoup par la Libye, qui est devenu un territoire de non-droit où il y a tous les trafics possibles et impossibles. Donc, et après la chute de Kadhafi, c'est tous azimuts, c'est à tous les niveaux. Après la chute de Kadhafi, les armes aussi se sont répandues un peu. Et je crois qu'aujourd'hui, ce qui se fait en Libye, il y a une guerre à laquelle les Libyens eux-mêmes ne sont pas énormément mêlés. D'abord, quand on parle du peuple qui s'est soulevé, c'est carrément une minorité, parce que la majorité était pro-Kadhafi, mais comme il y a eu ce soutien occidental, et on a fait recours aux droits de l'homme parce que Kadhafi menaçait d'exterminer la rébellion armée comme des rats. Donc, il y a eu ces résolutions-là qui ont été votées et qui ont permis une intervention de l'OTAN. Donc, il a même dit qu'il va faire couler des rivières de sang. Voilà, donc ces propos l'ont malheureusement rattrapé. Les Occidentaux se sont servis en défenseurs des droits de l'homme, même s'il y avait des intérêts derrière. Et une fois Kadhafi parti, c'est plusieurs pays qui sont venus faire la guerre en Libye. D'un côté, il y a l'Est libyen, avec le général Haftar, qui est soutenu par des pays comme l'Égypte, comme l'Arabie Saoudite, comme la Russie, comme la France aussi, qui soutiennent ce général-là. De l'autre côté, à l'ouest, il y a ce gouvernement dirigé par Sarraj, qui est dirigé il y a quelques mois encore par Sarraj et qui est réputé ou censé être soutenu par la communauté internationale, mais ce qui n'est pas vrai, parce qu'en réalité, c'est finalement la Turquie et le Qatar qui sont beaucoup plus de ce côté-là. Et donc, on a vu des mercenaires venir d'un peu partout, qui alimentent les différents fronts. Et il y a assez de Noirs aussi qui viennent combattre, notamment aux côtés du général Haftar, et qui repartent après avec des armes qui aujourd'hui circulent dans la sous-région avec des pays frontaliers comme le Niger, le Mali, qui ne sont pas du tout sécurisés. Il y avait une poche de terrorisme au Nigeria, Boko Haram, mais aujourd'hui, avec la chute de Kadhafi, c'est toute la sous-région donc, qui est affectée, au point où cette affaire-là arrive à nos portes. Le Bénin a connu des attentats, la Côte d'Ivoire, et il n'y a que le Ghana et le Togo qui échappent miraculeusement pour le moment donc, à cette situation-là. Et donc, c'est dire que la chute de Kadhafi a créé une énorme perte pour l'Afrique, en plus des visions qu'il avait, parce que c'était l'un des chantres de cette Union africaine-là. Et il avait les moyens, il avait un peu le leadership, même s'il n'avait pas les méthodes, pour amener les autres en président à s'affranchir un peu plus. Donc, une fois que Kadhafi a été donc chassé et abattu, et donc aujourd'hui l'Union africaine est ce qu'elle est. Ça reste une entité qui compte difficilement dans le débat international. On a vu Félix Tshisekedi se battre pour avoir une place au niveau du Conseil de sécurité pour l'Afrique lors de la dernière session des Nations Unies. Mais ça va rester un vœu pieux si l'Afrique ne s'organise pas. Et donc le départ de Kadhafi, c'est une perte, non seulement pour les Libyens aujourd'hui qui le regrettent. Et là, les élections s'annoncent peut-être pour le 24 décembre prochain. On parle plus des législatives. Voilà, et il y a l'un des fils de Kadhafi
qui se positionne déjà comme candidat et il est très populaire en tout cas en Libye parce que la réalité aujourd'hui c'est que ce qu'on a miroité aux Libyens, c'est pas ça. 10 ans après, c'est le regret, sauf que dans le contexte actuel marqué par la guerre et par l'existence de plusieurs groupes armés, ces élections-là, on se demande comment elles seront faites. Est-ce qu'elles se tiendront sans violence? Est-ce qu'après, celui qui va gagner, est-ce que les autres vont le reconnaître? Est-ce que les hommes vont s'arrêter? C'est toute la question, parce qu'il y a une situation qui a été créée et qui est loin d'être réglée aujourd'hui, et plusieurs protagonistes sur le plan international se livrent une guerre sans merci, et ceci en dehors même des Libyens eux-mêmes. Alors, il y a quelques mois, Firmin Tekou Agbo, il faut le préciser, les armes se sont tues. L'objectif aujourd'hui, ce sont les élections à venir. Le 24 décembre précisément, on parle des élections législatives. Il y a toujours des problèmes autour de ces élections à venir. Il y aura toujours des problèmes autour de ces élections-là, parce que vous imaginez, vous avez dit les armes se sont tuées, mais les armes n'ont pas disparu dans le pays. Les armes circulent toujours. Dans un pays où circulent les armes, il faut toujours faire attention. Ça peut crépiter à tout moment. Parce qu'il y a des timbrés, il y a des gens qui ont la gâchette facile aujourd'hui. Donc il faut peut-être une campagne de sensibilisation accrue et durable pour pouvoir régler ce problème. C'est comme la Côte d'Ivoire aujourd'hui, moins de choses aujourd'hui, ça peut prendre. C'est ça, parce que les armes circulent dans le pays. C'est grave. On peut faire les élections, on peut reporter ces élections, mais la Libye, l'avenir stable de la Libye, c'est pas pour demain. C'est pas pour demain dans la mesure où il y a toujours un esprit d'affrontement dans le pays. Vous imaginez, dans un pays où il y a deux gouvernements, dans un pays où il y a les armes qui circulent, dans un pays où il y a une certaine division de la communauté internationale, il y a différents partenaires, il y a des partenaires qui soutiennent tel gouvernement, d'autres partenaires qui soutiennent l'autre gouvernement. Je pense que ce n'est pas pour demain la stabilisation de la Libye, de la Libye. Je dis stabilisation parce que ça va être fait de façon progressive. C'est déplorable et c'est triste. Tout ça là, pourquoi? Parce que les Occidentaux avaient une certaine vision par rapport à comment exploiter les ressources de la Libye. Les peuples aussi voulaient un peu de liberté et de démocratie. Vous avez posé une question tout à l'heure à Russe. Au fait, les Libyens au départ n'étaient pas sortis pour faire partie Kadhafi. J'ai toujours répété ça. Ouais. Les Libyens n'étaient pas sortis pour faire partie Kadhafi. Ils réclamaient des choses. Ils réclamaient un certain nombre de choses sur le plan social, et ils réclamaient aussi une certaine lumière sur l'assassinat de leurs proches tués en 1996, comme la révolution, le printemps. Et là, c'est Kadhafi qui n'a pas bien joué. C'est Kadhafi qui n'a pas bien joué. Et puis, les Occidentaux, Kadhafi a cru, et il s'est rendu en même temps que les Occidentaux étaient derrière. Il fallait qu'ils comprennent un peu ce que le peuple ou son peuple voulait. Mais s'il avait pris un peu du temps, s'il avait pris un peu de recul pour comprendre un peu ce qu'il voulait, donc la situation n'allait pas se passer comme ça. Comme il avait entre lui et Sarkozy, c'était déjà un certain désamour. Il se disait, une tension. Voilà, ceux-là, ils sont manipulés par la communauté internationale, ils sont manipulés par Sarkozy. C'est pour cela qu'il est allé vite un peu en besogne et il en a fait les frais. Moi, je dirais simplement que pour les Africains aujourd'hui, bien sûr, il y a des États forts, mais il faudrait, si on veut aller à l'autre étape, si on veut changer de régime, il faut qu'on réfléchisse 1001 fois pour que le pays ne bascule dans la violence. Les gens voulu du départ de Blaise Compaoré, aujourd'hui, les attaques terroristes, ça se pète presque quotidiennement. La Tunisie, c'est toujours la même danse, ça ne va pas, il faut que les Africains réfléchissent. L'Union africaine, c'est presque une coquille vide, mais il faut qu'on réfléchisse à comment créer un modèle pour l'Afrique. C'est-à-dire, quel modèle politique voulons-nous pour notre continent? Quel modèle politique voulons-nous pour nos pays? Ce n'est pas une question de 2 mandats, lui vient faire 2 mandats, lui vient faire 3 mandats. Ça n'a rien à voir. Les Occidentaux ont construit leur pays sur leur réalité. C'est quand le président ghanéen parle de 2 mandats, moi, ça me fait rire. Parce que ce n'est pas ça qui va régler le problème. Le problème africain, ce n'est pas une question de mandat. Parce que quand vous voyez tous les régimes occidentaux, tous les pays, regardez par exemple, vous voyez la France. La France opte pour un régime semi-présidentiel. Ça veut dire, c'est par rapport à cette réalité. Vous allez chez les Allemands, ils optent pour un régime la réalité de la parlementaire. France. Voilà, le régime là, semi-présidentiel, est propice aux réalités françaises. Quand vous allez chez les Allemands, ils ont opté pour le régime parlementaire. C'est propre à la réalité allemande. Quand vous allez
chez les Espagnols, Ouais. chez On les revient à Anglais, Libye, eux, ouais. ils optent pour une monarchie parlementaire. C'est par rapport à leur réalité. réalité. Nous, on ne veut pas surfer sur nos réalités, on veut juste importer tout droit ce que les autres font en Occident. C'est ça qui fait que la situation nous est toujours compliquée et nous sommes manipulés pour dire démocratie, démocratie. Alors que ceux qui parlent de démocratie sont les plus dictateurs au monde. Alors, Russe Donkovi, le coup-feu obtenu, c'était convenu, j'allais dire, en octobre 2020, est toujours en vigueur, mais comme Firmin l'a dit, la situation est toujours instable. Oui, ben, la situation va être instable parce que il ne s'agit pas que des Libyens. Si dès le début de ce conflit, il ne s'agissait que des Libyens auraient trouvé une solution à ce conflit. On l'a vu pour le Mali, lorsqu'il y a eu des problèmes entre les Peul et les Dogon, quand les chefs traditionnels ont essayé de résoudre le problème, ils ont trouvé un accord. Donc le problème de la Libye, c'est que justement, il y a plein de choses qui sont décidées hors de Libye. La preuve, lorsque on organise la conférence, les sommets par rapport à la Libye, on l'organise en Allemagne. En Allemagne. Et on l'organise Disons en Allemagne, en Europe. en Europe, En Grande-Bretagne. sans la présence de l'Union africaine, sans la présence de la CEDEAO, sans la présence de tous les acteurs qui subissent les contre-coups de ce qui se passe en Cela Libye. veut dire que ce sont les autres qui décident Voilà. des affaires de l'Afrique. Donc après, c'est étonnant de voir ces mêmes autres reprocher aux Africains de chercher d'autres alternatives pour pouvoir se défendre et pour pouvoir, assumer leur défense. Ce que les Africains doivent retenir, c'est que le conflit armé n'empêche pas l'exploitation du sol. La Somalie en guerre, ça n'empêche pas l'argent de sortir de Somalie, les gens de faire leur petit business. C'est-à-dire le fait que des personnes hors d'Afrique puissent décider du sort du continent africain, puissent décider de la paix, de la guerre, des frictions et ainsi de suite, ne les a jamais empêchés, eux, d'exploiter le sous-sol. Dès que le sous-sol est sécurisé, ils n'ont pas de problème. Je me souviens que pour le cas du Burkina, par exemple, où il y a des attaques terroristes, cela n'empêche absolument pas la société canadienne qui y est d'exploiter l'or. Elle continue à exporter son or, à faire des affaires et ainsi de suite. Pourtant, le Burkina a des problèmes sécuritaires. Vous allez en Guinée, où il y a eu, des problèmes d'instabilité politique, cela n'empêche pas la bauxite de sortir de la Guinée et ainsi de suite. Donc c'est pour dire que les Africains sont condamnés à penser leur développement, à penser leur organisation politique. Sur ce point, Firmin a raison. Il faut que l'on pense notre structuration politique, notre structuration économique, nos projections sociales et ainsi de suite. Et ce n'est pas une option. C'est-à-dire il n'y a pas l'option de le faire ou de ne pas le faire. C'est soit on le fait, on s'organise, on le fait nous-mêmes, ou soit les gens le font à notre place et exploitent le continent comme ils le souhaitent. Donc il n'y a pas d'option à ça. Les Africains sont condamnés à l'union, qu'importe les frictions, les visions différentes et ainsi de suite. La preuve, lorsqu'on organise des sommets, lorsqu'on organise des collaborations, celui de l'extérieur prend l'Afrique comme un tout. Il ne subdivise pas. La balkanisation, elle est là quand il s'agit de signer le contrat. Donc, on va faire le sommet Chine-Afrique, France-Afrique, Russie-Afrique, États-Unis-Afrique, Turquie, Russie-Afrique, ainsi de suite, Turquie-Afrique. Mais, lorsqu'il va s'agir, donc, si vous voulez, la prise de décision, l'offensive, le soft power, l'offensive commerciale, diplomatique et ainsi de suite, elle va se porter sur une région. Mais lorsqu'il va s'agir maintenant d'aller signer les contrats, et quand il va s'agir d'intérêts, chose qui va intéresser particulièrement les États, on va venir négocier État par État par État, montant les uns contre les autres. On l'a vu quand il s'agissait des accords de libre-échange et ainsi de suite. Donc, à un moment, oui, il va falloir que les Africains se réveillent, il va falloir que on est condamné à s'unir, on est condamné à penser un certain nombre de choses. Alors, Germain Paulu, vu la situation actuelle, quelle projection on peut faire sur l'avenir de la Libye? Projection, c'est bien malin, celui qui pourra faire cette projection-là. Toujours est-il que aujourd'hui, la tendance en Libye, c'est que les Libyens veulent retrouver la paix. Ils se rendent compte qu'ils étaient dans un paradis et qu'aujourd'hui, leur pays ne ressemble plus à rien. Il n'y a plus d'infrastructures.
Il n'y a pas d'électricité, le dinar libyen ne vaut plus rien pour plusieurs raisons. Et puis, le bruit de boîtes, le crépitement des armes. Et puis, un pays qui est suffisamment occupé par des forces étrangères. Vous savez, les Nations Unies ont relevé entre 16 000 et 20 000 combattants étrangers. Dans ce pays. C'est-à-dire que les Libyens eux-mêmes ne font pas la guerre. Mais ce sont des étrangers qui sont en Libye, qui prétendent combattre pour libérer la Libye. Et donc ces gens-là sont là pour des intérêts, et ils occupent des parties. Et vous voyez un peu comment le pays est divisé, pratiquement en 3 grandes zones, à l'est, à l'ouest, un peu au sud aussi, avec des groupes un peu proches des pays d'Afrique subsaharienne. Et donc, il y a 2 gouvernements, il y a 2 banques centrales et tout ce que vous voulez. Et aujourd'hui, il y a d'énormes intérêts en jeu. Et ces élections-là, de l'avis de plusieurs observateurs, ne seront pas une solution assez efficace. Parce que selon vous, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? Reporter les élections du 24 décembre? Non, reporter, non. Je pense qu'après, il faut que les Libyens se prennent en charge, espérant simplement que tous ceux qui iront à cette élection-là, quel que soit le résultat, ils accepteront d'avoir le verdict des urnes. Et c'est tel est le cas. En ce moment-là, il y aura une autorité légitime qui pourra conduire les choses. Déjà doter le pays d'une constitution en bonne et due forme, ce qui n'est pas encore le cas aujourd'hui. Et puis nouer les meilleurs partenariats en toute indépendance. Et là, conduire d'abord un processus de paix pour réconcilier toutes les factions qui sont en rivalité sur ce territoire-là. Donc il faut qu'une autorité arrive, parce que finalement la communauté internationale a créé un merdier en Libye et s'en sort. Aujourd'hui, la France, qui est poussée par les États-Unis, ont fait voter cette résolution-là. Difficilement le site comme de soutien. Et Sarkozy, c'est ce qu'il dit aujourd'hui, qu'il n'a pas agi seul. Il est poussé par les Nations Unies. Non, tout le monde sait. D'abord, la France n'avait même pas les moyens de chasser Kadhafi, parce que les Américains avaient créé tellement de problèmes un peu partout dans le monde, en Afghanistan, en Irak, un peu partout, qui ne voulait pas prendre le devant dans l'affaire libyenne, ce à quoi la France a servi sans demander autre chose. Donc aujourd'hui, c'est ça, et ces pays-là sont prêts à revenir construire un peu la Libye après pour se faire de l'argent. Et donc, l'Afrique est vraiment en difficulté. Il faut qu'on le comprenne, il faut que l'éveil se fasse avec... aujourd'hui, cette élite-là et ces populations-là qui demandent plus d'indépendance, mais c'est le moment aussi de soutenir nos présidents. Horace parlait tout à l'heure de ces conférences qu'on fait sans l'Afrique, de ces pays-là aussi qui invitent l'Afrique. Bon, ce qui est normal. Il y a le Japon qui invite l'Afrique, il y a la Russie, il y a la Chine, il y a la France. Mais il y a le Togo aussi qui a pu inviter l'Union européenne pour faire un sommet. Togo, c'est dire que rien ne nous empêche en Afrique aussi d'inviter les autres et de venir faire des sommets. Donc il faut qu'on se réveille un peu pour se dire finalement ces Occidentaux ont d'énormes problèmes chez eux, des problèmes socio-économiques, un peu comme nous. Et sans nous, ils auront beaucoup de mal à résoudre ces problèmes-là. Et nous ne pouvons plus continuer par compter sur l'Occident pour venir régler nos problèmes. Ils en ont plein là-bas. S'il y a des gilets jaunes en France, c'est parce qu'il y a la misère. C'est parce que Macron aussi n'arrive pas à donner à manger à tous les Français. Ça, c'est une réalité. Donc, attendre que ce pays-là vienne nous aider, nous sortir de tous nos problèmes, je pense qu'on fait fausse route. Il est temps peut-être qu'on voit d'autres partenariats, ce que l'Afrique est en train de se faire, mais au-delà de ces partenariats, il faut vraiment un éveil de conscience pour que les Africains se disent, si les Chinois qui ont été indépendants bien après, la plupart des pays africains s'en sortent aujourd'hui au point de rivaliser la première puissance mondiale, c'est qu'à force de travail et s'il y a une vision, les Africains aussi peuvent y arriver. Allez, on marque la pause pour le journal. On revient 10 minutes plus tard avec nos invités. Maurice, vous aurez la parole.